Il est écrivain, essayiste, économiste, chef d'orchestre. 8 décennies qu'il observe le monde, le commente, interpelle les dirigeants aux quatre coins du globe pour essayer de faire mieux et pour essayer de faire plus vite. Bonsoir Jacques Attali. Bonsoir Pierre. La guerre là-bas, la guerre chez nous. Immédiatement, le conflit entre Israël et le Hamas a été transposé chez nous, à nos portes, en France, en Belgique, par l'intermédiaire d'attentats. Pourquoi est-ce que c'est aussi binaire ? C'est pas binaire, c'est très complexe. En fait, nous sommes aux prémices de ce qui peut être une des formes de déclenchement de la guerre mondiale. J'explique depuis longtemps qu'une guerre mondiale est très possible et qu'il y a 2 ou 3 lieux où elle peut se déclencher. Évidemment, il y a Taïwan qui en est avec la Chine, il y a la Russie avec l'Ukraine, il y a l'Iran avec Israël et il y a Gaza et l'ensemble du terrorisme international. Donc, il y a un moment où la situation de la planète est si difficile sur le climat, sur les inégalités, elle est si intolérable pour beaucoup de choses que, comme dans beaucoup de situations, même dans des situations privées, le conflit semble la meilleure solution pour écraser les problèmes qu'on ne veut pas résoudre. On pourrait même avoir une vision qu'on pourrait dire complotiste dans un autre sens, qui dirait que une guerre est la meilleure façon de ne pas avoir les grands autres problèmes. C'est-à-dire de ne pas plus s'occuper brusquement, on ne parle plus du climat, on ne parle plus de la pauvreté. Une guerre ou une révolution ou un mouvement quelconque. On ne parle plus des grands sujets qui menacent vraiment sérieusement la planète, alors que la guerre, on pourrait l'éviter, bien sûr. Mais une guerre mondiale, elle est voulue. Là, qui la veut si elle est voulue ? Si elle a lieu là, elle ressemblera plus à la Première Guerre mondiale qu'à la Deuxième, c'est-à-dire à une guerre qui se déclenche par un jeu de catastrophes qui s'enchaînent. Il y a beaucoup de foyers qui, lorsqu'ils se mettront ensemble, pourront déclencher cette guerre. La veulent d'abord tous ceux qui auront des sous, beaucoup de gens qui auront des sous dans la guerre. Oui, ça c'est intéressant parce qu'on n'en parle jamais de ça. Il y a beaucoup de gens qui gagnent des sous dans la guerre. Et pas que ceux qui vendent des armes. Pas que ceux qui vendent des armes, ceux qui vendent des tas de trucs, ceux qui écrasent les peuples et qui sont ravis qu'on écarte les problèmes. Calmez-vous, il y a la guerre. Il y a tous ceux qui sont très contents qu'on ne parle plus des tragédies que fabrique le pétrole, les sucres artificiels, les pesticides, les maladies. Exactement. Et donc, tous ceux qui sont contents qu'on écarte leur propre culpabilité de quelque chose sont contents de ça. Maintenant, je ne peux pas dire qu'il y a une coalition pour la guerre. La guerre, si elle vient aujourd'hui, elle sera affreuse. Elle tuera des centaines de millions de gens. Sinon, beaucoup plus. Mais c'est vrai que dès aujourd'hui, vous avez cité une autre dimension qui est le fait qu'il y a du terrorisme qui se balade, qui s'est manifesté de façon abominable avec une organisation terroriste. Le Hamas est une organisation terroriste. Il est fou qu'il y ait encore des gens qui refusent de prononcer ces quelques mots et qui a une sorte de pris en otage une partie de l'opinion internationale, puisqu'une partie de l'opinion croit ce que dit le Hamas, on croit qu'Israël a détruit un hôpital, alors que maintenant il est à peu près certain que c'est pas vrai, mais il y a des milliards de gens qui le croient. Et donc, d'une certaine façon, le fait de le croire n'est pas seulement ennuyeux par rapport à la vérité, qui est certainement une des principales victimes de la situation actuelle. Il a été vérifié que ça serait une requête du Hamas et non pas une requête de Tsahal. Mais il y a au moins 1 milliard de personnes qui pensent le contraire, sinon plus. Mais justement, c'est l'entraînement. C'est-à-dire qu'il y a 2 choses. Il y a l'entraînement de la pensée, parce qu'il y a 1 milliard de personnes qui pensent, du coup c'est la majorité, j'allais dire absurde, comme on peut être majoritaire à une table, avoir une opinion plutôt qu'une autre. Et puis il y a une autre chose, c'est la partie émergée de l'iceberg. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui ? On dit le Hamas, on dit Daesh, on dit le Hezbollah, on dit les califats, les frères musulmans, il y en a d'autres. Tous ont un mantra, ils veulent tuer non pas que les juifs, mais aussi les mécréants, c'est-à-dire tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Mais vous dites d'une manière, et je reprends vos mots, peut-être complotiste, et on fait attention à ce qu'on dit, que derrière tout ça,
il y a d'autres personnes. Donc ça n'est pas forcément ce que je viens de citer. Non, mais ceux-là sont là. Il n'y a pas de complotisme. Il n'y a pas de gens comme les marchands de canons qui voudraient la guerre. Il y a des gens qui ne sont pas si mécontents si elle se déclenche. Voilà. Mais je ne dis pas qu'ils poussent au crime. Qui Encore une fois, tous les gens qui y gagnent. Ceux qui veulent éluder les problèmes, qui sont les problèmes, j'allais dire... vraiment existentiels du monde. De l'humanité. Ceux-là sont contents qu'on parle d'autre chose. C'est d'une certaine façon une forme de divertissement à l'égard des grands enjeux. La guerre serait... J'ai dit récemment qu'il y a 3 façons d'imaginer le suicide de l'humanité. Il y a l'environnement, le climat, il y a la guerre et il y a l'artificialisation. Ceux qui ne veulent pas qu'on s'occupe d'eux parce qu'ils sont en train de gagner de l'argent avec la destruction du climat ou avec l'artificialisation sont ravis qu'on se focalise sur le 3e problème. Il y a ce sondage Odoxa qui est assez marqueur, puisque quand on pose la question aux Français, est-ce qu'il y a un parti politique sur lequel vous comptez pour lutter contre le terrorisme islamiste? Alors, évidemment, il y a la loi qui va arriver bientôt. Alors, aucun, d'une manière générale. Les 2/3 des Français disent non. Le Rassemblement national arrive quand même en tête avec 36% de oui. C'est-à-dire que votre hypothèse de Marine Le Pen élue à l'Élysée en 2027, dans votre roman d'anticipation, et comme toujours, tout ce qui est fiction s'inspire beaucoup de la réalité. Là, j'ai l'impression que, autant il y a quelques temps, on disait oui, bien sûr, on va essayer le Rassemblement national parce qu'on les a jamais réessayés. Là, finalement, on y va, mais on y va tout doucement, quoi. Il n'y a pas de conviction là-dedans. Les Français c'est un peuple incroyablement sage et qui vote toujours au laser. Vraiment au laser, à quelques pourcents millième de pourcent près. Aujourd'hui, qu'est-ce que tout ça dit? Ça dit, on ne croit pas à la politique, on sait que les enjeux sont mondiaux, qu'on ne réglera pas nos problèmes tout seul, que l'extrême droite, ça ne marche pas. On l'a vu en Italie, ça ne marche pas, même sur les problèmes d'immigration. Sur les autres sujets, c'est catastrophique, on l'a vu en Pologne, au point qu'ils viennent se faire chasser. Ça va prendre du temps, parce qu'ils vont s'accrocher au pouvoir, et ils ne sont pas partis demain matin, mais ils ont été battus de façon massive aux élections. Donc, on ne croit pas à la politique, on ne croit pas au Front National, mais c'est le seul qu'on n'a pas encore essayé. Donc ils peuvent très bien... ça marche encore, ce mantra. On ne les a pas essayés, donc on va les essayer. Sauf si, et j'espère, tant la gauche démocratique que la droite démocratique arrive à sortir un programme, plus qu'un candidat. Donc il faut qu'il y ait quelque chose en face, parce que sinon... Vous avez raison de dire quelque chose et pas quelqu'un. L'important, c'est d'avoir un programme. Il reste 3 ans et demi pour que la gauche démocratique, comme la droite démocratique, propose des solutions qui ont du sens. Sinon, on ira avec... Pour l'instant, il n'y a rien, on est d'accord. Il n'y a rien, absolument rien. Sous votre contrôle, il n'y a rien. Il n'y a rien, ni programme, ni personne, ni individu. Donc... Et puis, mais les gens ont parfaitement compris, les gens, enfin, c'est difficile de parler comme ça de façon à la cantonade, mais les enjeux sont planétaires. Tous les enjeux sont planétaires. L'interdépendance est considérable. On ne s'en sortira que par... Et c'est pour ça que l'élection prochaine, l'élection européenne, est si importante. On ne s'en sortira que si on est, nous, qui sommes les plus riches, les plus avancés, c'est-à-dire les Européens, les plus menacés, parce qu'une proie incroyable, une proie des Américains, une proie des Russes, une proie des Chinois, une proie des gens qui veulent venir chez nous parce qu'il fait bon vivre. Si nous ne nous unissons pas par une politique industrielle, une politique de la défense, une politique des droits de l'homme, une politique des frontières, qui nous donne une vraie identité, une souveraineté, une protection, on va être découpé en morceaux. Mais oui, mais vous voulez jouer le collectif européen, alors que dernièrement, ce qu'on entend, c'est l'autonomie stratégique de chaque pays. Donc, je crois qu'il y a une volonté de... D'abord, on a compris, regardez ce qui s'est passé en 5 ans, en 4 ans, depuis les dernières élections européennes. Qui aurait cru que l'Europe ferait un budget, ferait une politique de la santé, ferait des décisions extrêmement dures sur les GAFA. Enfin, il se passait un nombre de choses incroyables. Ça, c'est le verre à moitié plein, mais le verre à moitié vide, c'est l'immigration. Regardez ce qui se passe. Personne n'est capable de se mettre d'accord. On n'est pas encore d'accord là-dessus, et les Européens vont y arriver, je pense, beaucoup avant que... Par quel miracle? Le Parlement européen est très avancé sur beaucoup de choses, sur la fiscalité, même sur les questions de migration, ils ont beaucoup avancé, beaucoup plus que les parlements nationaux. Donc je ne pense pas que ça soit... L'expérience de Frontex a montré ce qui va pas, ce qu'il faut faire de mieux, ce qu'il faut faire de plus. Non, je pense pas que ça soit perdu. C'est difficile, mais c'est pas perdu.
Et je pense que tout va se jouer maintenant faut bien, si on prend le point de vue de Cyrus, le modèle occidental, qui est maintenant partout, les Chinois vivent comme des Occidentaux, est incroyablement convoité. Mais ceux qui en sont les moteurs initiaux, c'est-à-dire les Européens, sont aujourd'hui tellement enviés qu'on a envie soit de venir chez eux, soit de les détruire. On est à la fois, et comme quand on est envié, on est à la fois adoré, convoité et détesté. C'est ce qui nous arrive. D'où l'importance de nous protéger, pour protéger notre modèle, pour nous protéger nous-mêmes. Et pour en être fiers, il faut faire en sorte que partout ailleurs, ce modèle de la démocratie et des droits de l'homme s'impose. Ce qui se passe entre Israël et le Hamas, c'est la même chose que ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, ou entre la Chine et Taïwan, ou entre l'Iran et Israël. C'est-à-dire c'est une dictature qui ne tolère pas la présence d'une démocratie à ses frontières. Une dictature qui ne tolère pas la présence d'une démocratie. Parce que ça il n'y a pas que ça, il y a aussi une guerre de religion derrière. Il y a pas vraiment, parce que... tuer tous les juifs, tuer tous les mécréants, c'est ce que veulent les islamistes. Les islamistes, c'est pas l'islam. Il ne faut pas mélanger ça. Donc une grande partie, l'immense je sais, mais majorité... il y a un effet d'entraînement. Oui, il y a un effet d'entraînement, et c'est ça contre lequel il faut lutter. L'islam n'est pas... l'islam du monde entier est un islam qui se modernise et qui est partout, presque partout. Bien sûr, il a, comme partout, des gens qui traînent la barbarie. Le Hamas est une organisation terroriste qui veut détruire tout ce qui ressemble de près ou de loin à la modernité. Ils le font depuis qu'ils existent. Regardez aujourd'hui, des dizaines de milliers de personnes dans les pays arabes, notamment Place Tahrir au Caire, qui scandaient « Pain, liberté, Palestine arabe, le peuple veut la chute d'Israël ». Oui, d'abord, vous savez combien il y a d'habitants en Égypte, quelques dizaines de milliers, c'est pas grand-chose. Non, mais ça c'est la Place Tahrir, oui. Mais il y a eu des répercussions à peu près dans toutes les capitales arabes, et comme la semaine dernière aussi, le vendredi de la prière. Il est clair que, à l'heure où nous parlons, la bataille de communication, on voit comment elle va se jouer. Israël a été affreusement victime d'une barbarie effrayante, innommable. Sans nom. Mais cette barbarie est oubliée, à la fois parce que, est en train de l'être, à la fois parce qu'il y a des bombardements réels ou supposés, souvent réels, parfois supposés, où il y a des civils qui meurent, soit par des frappes mal faites, soit parce que les terroristes se camouflent derrière les civils, parce qu'il y a une colonisation insupportable, de mon point de vue. Moi, je suis totalement contre la politique de colonisation. Je pense qu'un des Là, vous parlez du gouvernement Netanyahou. Je pense que Netanyahou est un des pires ennemis de la survie de l'État d'Israël. Je pense qu'il devrait être en prison. Je pense personne n'a nui à Israël autant que lui. Il est plus nuisible encore que les adversaires les plus terribles, de mon point de vue. Donc j'espère qu'il va bientôt quitter le pouvoir, même s'il a pratiquement déjà quitté le pouvoir, puisque le cabinet de guerre est dirigé par deux généraux tout à fait honorables, qui d'après ce que je comprends, n'attachent plus d'importance à son point de vue, même s'il parade encore et fait semblant. Mais en attendant, on a une situation de l'autre côté, avec la Palestine, et puis vous n'êtes pas le seul à employer ce mot-là, parce qu'au début, on marchait sur des œufs, et puisqu'aujourd'hui la Palestine, et quand on pose la question aux Palestiniens, ils veulent le Hamas. Donc, non, on ne peut pas dire qu'ils veulent le Hamas, c'est pas vrai. Ils ont été terrorisés d'opinion. Ils ont été terrorisés par le Hamas, qui n'a pas fait d'élection depuis 15 ou 20 ans. C'est d'ailleurs un grand Israélien, Sharon, qui était un type très à droite, mais qui a eu l'intelligence de se retirer, comme De Gaulle s'est retiré d'Algérie, s'est retiré de Gaza, et qui malheureusement, lorsqu'il s'est retiré, le pouvoir a basculé dans les mains de cette organisation terroriste qui ensuite a rendu impossible une cohabitation aimable. Il n'y a plus d'autorité palestinienne mesurée aujourd'hui en Palestine. Il y a une autorité mesurée dans Cisjordanie, mais qui n'est pas audible parce que la terreur a fait que tous les dirigeants modérés sont éliminés. Ça a toujours été le cas. Et est-ce que ça explique le silence des musulmans ? Je dis bien des musulmans, je ne parle pas des islamistes. Est-ce qu'aujourd'hui, pourquoi les musulmans, et Marek Alter à votre place ici même vendredi dernier, se posait la question en disant... Il faut lancer un appel aux musulmans en disant « Levez-vous, vous êtes une grande religion, levez-vous et dites non à la barbarie ». Beaucoup le font. Moi, je ne suis pas
On entend toujours les gens qui sont contre, mais tout ce que je vois de mes amis musulmans, intellectuels ou dans la vie privée, comprennent que l'avenir, c'est la coexistence en France, en Angleterre, aux États-Unis, de toutes les communautés, quelle que soit leur religion, qu'au Moyen-Orient, ça sera la cohabitation entre un État palestinien et un État d'Israël. L'avenir est radieux si on veut passer outre. La question, c'est de savoir si on passera par une épouvantable guerre et avec des massacres épouvantables, ou si on ira, c'est un petit peu... Avant la Première Guerre mondiale, on savait très bien ce qu'il fallait faire. On l'a fait après la guerre et pas à la place de la guerre. De même, en 1930, on savait ce qu'il fallait faire. On l'a fait après la Seconde Guerre mondiale et pas à la place. Donc, on voit très bien ce qui viendra. Mais vous dites... Et ça passe par l'élimination des extrêmes, l'élimination de l'organisation terroriste des Palestiniens, enfin, cette organisation-là, par la victoire en Palestine de force de la raison, et par la victoire en Israël de force de la raison, celle qui manifestait tous les vendredis soirs depuis des mois et des mois pour se débarrasser de ce criminel de guerre qui s'appelle Monsieur Netanyahou et des forces criminel folles. De guerre, oui, Netanyahou. Pour moi, oui. Pour moi, je le dis d'une façon... extérieur. Je ne suis pas israélien, je le dis évidemment de façon personnelle. Je pense qu'il nuit à son propre peuple. Et tous ses alliés qui ont cru qu'on pouvait coloniser quelque chose qui n'était pas vous. Mais il n'y a pas une relation de cause à effet directe entre ce qui se passe aujourd'hui avec la situation dans les colonies en Cisjordanie, Jacques Attali? Non, mais beaucoup vont dire que c'est à cause de ce qui s'est passé dans les colonies que ceci a eu lieu. Beaucoup vont dire, et beaucoup l'ont dit, mais voilà. On ne peut pas faire de lien. Non, il n'y a pas de lien. On ne peut pas justifier la barbarie qu'il y a eu en Israël avec la politique en Cisjordanie. Non. Par contre, on peut dire que si il n'y avait pas de troupes israéliennes pour défendre les kibbutz qui sont en Israël et non pas dans des colonies, à la frontière de Gaza, c'est parce que, pour des raisons électorales, M. Netanyahou avait envoyé l'essentiel de l'armée israélienne pour protéger ses amis les colons. On citait tout à l'heure tous ces groupuscules, Jacques Attali, que sont le Hezbollah, Daesh, etc. Et il y a ce grand pays dont on parle qui serait un peu derrière, un peu en train d'observer, ou peut-être même manipuler, c'est l'Iran. L'Iran, que je connais bien, pour y avoir été avant même que les extrémistes d'aujourd'hui soient au pouvoir, qui est une grande civilisation, une grande culture, un très grand peuple qu'il manifeste tous les jours par les manifestations dans la rue, des femmes qui finiront par gagner et par vaincre cet obscurantisme. L'Iran, enfin, non pas l'Iran, il faut toujours séparer les dirigeants actuels, les tortionnaires qui dirigent aujourd'hui l'Iran. La civilisation iranienne. Non, les tortionnaires qui dirigent l'Iran. Oui, mais alors vous voulez parler au nom de... Je veux parler de ceux qui la dirigent aujourd'hui. Voilà. Ceux-là ont une armée très puissante, ont des armes nucléaires qui sont pas loin d'être prêtes, et plus ils approchent de la proximité, plus ils sont en train de sortir du traité qui les empêche de le faire, et donc plus s'approche le moment où les États-Unis ne toléreront pas la présence des porte-avions américains n'est pas seulement liée à la protection de la survie de l'État d'Israël, bien sûr, mais à la menace. Parce que si l'Iran a l'arme nucléaire, plusieurs pays ont déjà dit, si l'Iran a l'arme nucléaire, nous aussi. De même que si la Corée du Nord a l'arme nucléaire, la Corée du Sud aura l'arme nucléaire, le Japon aura l'arme nucléaire, l'Indonésie aura l'arme nucléaire, et après... Pas du jour au lendemain, quand même. Pour le Japon, c'est une affaire de quelques mois. Parce que ils ont interdiction de l'avoir par le traité de San Francisco, mais ils ont toutes les pièces du puzzle. Et à partir du moment... Ils n'ont plus qu'à l'assembler. Oui, c'est une affaire de... Disons, on peut dire, si on veut être prudent, 2 ans, mais dans mon fort intérieur, je sais que c'est beaucoup moins. C'est pareil en Corée du Sud. Et donc... Nous sommes dans une situation où, avec en particulier la Corée du Nord et l'Iran, si ces 2 pays franchissent le seuil
on risque de passer à une prolifération de l'armement nucléaire qu'on a empêchée depuis 50 ans. 80 ans. Oui, 80 ans. Et à partir du moment où la prolifération part, la probabilité d'utiliser l'arme augmente d'une façon exponentielle. C'est un calcul simple. Donc c'est vraiment, il faut à tout prix que ni la Corée du Nord ni l'Iran n'aient l'arme nucléaire. Et là, on en revient à des questionnements qu'on a souvent, vous et moi, c'est qui va décider. Il n'y a pas de gendarme du monde, ça n'est certainement pas les Nations Unies. Non. Alors, qui est là pour dire, attendez, on va arrêter les conneries, si vous me permettez ce terme un peu trivial. Il y a une organisation internationale, l'agence internationale qui existe, il y a des négociations, il y a un traité, il y a des règles qui ont été fixées, il y a des observateurs qui vont voir ce qui se passe en Iran. En principe, c'est sous contrôle. C'est sous contrôle, mais comme l'Iran a dit, par des voies diverses, plus ou moins convergentes et pas toujours cohérentes, qu'il considérait qu'il n'était plus lié par ses limites, eh bien, on est en train d'approcher du seuil d'enrichissement qui leur permettrait, de façon systémique, d'avoir les moyens d'avoir une arme. Il faut bien voir qu'il faut distinguer l'arme, sa miniaturisation et sa mobilité, qui sont trois dimensions, mais ils ne sont pas loin d'avoir les trois. La communauté internationale, comme on dit pudiquement, ne peut pas se permettre ça. Oui, et alors, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure à propos du déclenchement éventuel d'une guerre mondiale, et on disait qu'une guerre est voulue. Est-ce que l'Iran veut la guerre? Et si l'Iran veut la guerre, pourquoi est-ce qu'il voudrait? Non, l'Iran ne veut pas la guerre. L'Iran, je ne pense pas que même l'Iran veut, le régime iranien veut survivre en tant que régime, il veut avoir l'arme nucléaire pour être inexpugnable comme régime. Mais il sait que s'il déclenche la guerre, il sera lui-même éradiqué. Oui, c'est pourquoi il veut l'arme pour pouvoir se protéger comme régime. Et c'est justement pourquoi il est si important de l'empêcher de l'avoir. Maintenant, plus largement, il est, pour éviter que tout ça s'accélère, il est très important d'arriver à créer les conditions de ce que le conflit entre le Hamas et Israël, ou plus exactement que le conflit entre Israël et les Palestiniens s'apaise. Il est très important qu'un gouvernement palestinien dise « Je ne suis pas représenté par ces barbares ». Je n'ai pas entendu... Gouvernement modéré. Voilà, je n'ai pas entendu les gens du Fatah dire ça. Silence total. Total. Je n'ai pas entendu les dirigeants du gouvernement palestinien dire « Je ne suis pas représenté, je condamne ce qui s'est passé ». Et je n'ai pas entendu encore tout autant les Israéliens dire « J'ai entendu la leçon, nous nous retirons des colonies », comme Sharon l'avait fait en se retirant de Gaza. Donc pour l'instant, personne ne bouge et c'est un tort. C'est un tort parce que l'engrenage, il est là. On va voir. On peut écrire l'histoire telle qu'elle peut se dérouler. C'est-à-dire que Israël se sent obligé d'aller entrer dans Gaza pour détruire le Hamas, qu'il y ait des frappes volontaires ou surtout collatérales. Avec la question des otages, quand même, 200 otages. Ça. Mais je crois que les Israéliens considèrent que ils sont plus à, si j'ose dire... On entend un peu tout et son contraire sur ce sujet. C'est un peu difficile d'avancer. Non, mais il y a un scénario on peut imaginer où les gens du Hamas, pour se faire bien voir de la communauté internationale, libéreraient un certain nombre d'otages. Et la communauté internationale dirait, bon, maintenant le Hamas est devenu civilisé, les Israéliens n'ont pas de raison d'attaquer. Et donc, dans ce cas-là, le Hamas s'en sort en disant, en ayant une bonne image, j'ai libéré des otages, et Israël, s'il attaquait pour se débarrasser de cette force terroriste, aurait le mauvais rôle. C'est un scénario qui n'est pas invraisemblable. Or, pour autant, la France ne pourrait pas vivre avec un voisin armé jusqu'aux dents, dont le mandat est « je vais vous détruire en tant que nation et je vais vous chasser d'ici ». Imaginez que le Luxembourg ou la Suisse soit une force terroriste très violente, qui attaque Strasbourg et fait 1000 morts, comme on l'a vu, et qui a dans son mandat, dans sa charte, dans sa constitution, détruire la France, chasser les Français de la France pour s'y installer. La France ne pourrait pas tolérer ça. C'est la même situation pour Israël.
Le storytelling fait que une guerre en chasse une autre. Évidemment, Vladimir Poutine a dû, d'une certaine manière, c'est extrêmement cynique ce que je vais dire, mais se frotter les mains de voir qu'il y a eu un conflit ailleurs dans le monde que le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Que fait Vladimir Poutine maintenant? Dans quelle situation est-il? Bon, il y a des gens qui ont même pensé, et c'est romanesque et ce n'est pas invraisemblable, parce que la réalité est souvent bien plus imaginative que les romans, qu'il n'était pas pour rien dans le déclenchement de cette offensive, qui après tout a des avantages, en effet, non seulement détourner l'opinion, mais de fait, et on le voit concrètement... Ça s'appelle un contre-feu. Oui, plus encore, on le voit concrètement, il y a des armes qui devaient arriver en Ukraine, des armes américaines, et qui sont en train d'arriver en Israël. Et les États-Unis ont quand même, même s'ils sont très puissants, comme ils ne sont pas encore mis en économie de guerre, ils savent le faire. Ils l'ont fait en 41, 42, d'une façon extrêmement efficace, mais ils ne l'ont pas encore fait. Concrètement, là, il y a des armes qui devaient arriver en Ukraine qui sont en train d'aller en Israël. Et donc Poutine, là, il est serein? Non, parce que déjà, on suit moins ces batailles, mais ces batailles semblent tourner en faveur des Ukrainiens, à l'heure où nous parlons. Et il ne peut pas être serein. Vous savez, je crois qu'au bout de la route, la démocratie l'emporte. La démocratie, même si elle subit des catastrophes, elle subit des malheurs, elle est toujours la plus forte parce que les peuples veulent la liberté. Et donc la raison finit par gagner les esprits. C'est le désir de liberté qui finit par gagner. Même dans les esprits les plus belliqueux. Non, parce que ceux-là, il faut les éliminer. Mais ce sont des hydres à plusieurs têtes. On les élimine, puis il y en a d'autres. C'est le sens de l'histoire. Si vous prenez la Seconde Guerre mondiale, on les a toutes éliminées, ou presque. Enfin, on a éliminé une bonne partie. Mais et d'autres ont été contenus. Je pense pas qu'on puisse... Je pense qu'on devrait arriver à une paix où il y aurait encore des monstres qu'on arriverait à contenir. Merci Jacques Attali pour cet entretien qui en amène bien sûr bien d'autres.